Référentiel de psychiatrie et d'addictologie, item 57, les sujets en situation de précarité. Grand 1, définition du concept de précarité. Grand 2, contexte épidémiologique de la précarité. Grand 3, précarité et santé. Grand 4, évaluation d'un sujet en situation de précarité. Grand 5, principaux dispositifs de prise en charge de la précarité. Objectif pédagogique, connaître les facteurs de risque, évaluer la situation de précarité, définir les différents types et niveaux de précarité, connaître les morbidités les plus fréquemment rencontrées et leurs particularités, et évaluer la situation médicale, psychologique et sociale d'un sujet en situation de précarité. Les points clés. Facteurs de risque. Alors, les facteurs de risque, ce sont les habitudes de vie associées à des comportements de santé à risque. Et ce sont des difficultés dans l'accès aux soins de santé et à la prévention. La morbimortalité associée. Alors, elle peut être non psychiatrique, infectieuse, dentaire, dermatologique. Elle peut être psychiatrique, troubles de l'humeur essentiellement, troubles schizophréniques, troubles anxieux, troubles de l'adaptation, troubles de l'adaptation et conduite suicidaire. Et enfin, les troubles addictifs et leurs conséquences. Évaluation, alors médicale non psychiatrique, entre parenthèses maladie mettant en jeu le pronostic vital, maladie chronique, troubles addictifs et leurs complications, et le handicap. Toujours dans l'évaluation, évaluation médicale psychiatrique, évaluer le degré de souffrance psychique et le risque suicidaire. Et enfin une évaluation sociale, avec le statut social, les conditions de vie, la couverture maladie, les ressources. La prise en charge, elle doit être multidisciplinaire. 2 points. Médico-sociale, avec les cabinets médicaux, les hôpitaux publics, les CMP pour la psychiatrie, CDS, CDAG, centres de prévention, PASS, LHS et EMPP. Des aides financières, entre parenthèses revenus de points RSA, AAH, APA, prise en charge des frais de santé, CMU, CMUC et AME. Et enfin, prise en charge par des associations à but non lucratif. Point 1. Définition du concept de précarité. 1.1. La précarité. La précarité est définie comme un état de fragilité et d'instabilité sociale caractérisé par l'absence d'une ou plusieurs des sécurités permettant aux personnes et familles d'assumer leurs obligations professionnelles, familiales et sociales et de jouir de leurs droits fondamentaux. Les sécurités indispensables à la santé, identifiées par l'OMS, sont 2 points. Se loger, accéder à l'éducation et à l'information, se nourrir convenablement en quantité et qualité, disposer d'un revenu suffisant, certain et stable, bénéficier d'un écosystème stable, protecteur, compter sur un apport durable de ressources, avoir droit à la justice sociale et à un traitement équitable. Donc ça, c'était pour la façon dont se définit la précarité. La précarité ne caractérise pas une catégorie sociale particulière, mais un ensemble de situations de non-sécurité et de fragilisation économique, sociale et familiale. La précarité est une situation dynamique, réversible et multifactorielle. La précarité est le produit de 2 points. De dimensions structurelles, sociales et économiques, de menaces à court ou moyen terme.
de dimension subjective, perception de sa propre situation, stratégie d'ajustement, etc. La notion de précarité va au-delà de la notion de pauvreté. Ainsi, un sujet en situation de précarité n'est pas forcément pauvre ni exclu. 1.2 La pauvreté. La pauvreté est un terme qui se rapporte généralement à la pauvreté monétaire. Elle est donc définie comme l'état d'une personne ou d'un groupe qui dispose de peu de ressources économiques. C'est un concept économique différent de celui de précarité. Le seuil de pauvreté monétaire correspond à un seuil de ressources du ménage inférieur ou égal à un pourcentage des ressources médianes des ménages d'une population. Il s'agit donc d'une définition statistique relative. Par exemple, le seuil de pauvreté monétaire à 50% du niveau de vie médian de la population s'établit en 2011. Donc qui s'est établi en 2011 est de 814 € mensuels pour une personne seule. 7,9% de la population vit en dessous de ce seuil, soit 4,9 millions de personnes. L'INSEE calcule également la pauvreté en conditions de vie, mesurée par l'indicateur qui synthétise les réponses à 27 questions relatives à quatre grands domaines. Donc l'INSEE calcule également la pauvreté en conditions de vie, mesurée par l'indicateur qui synthétise les réponses à 27 questions relatives à quatre grands domaines. Entre parenthèses, contraintes budgétaires, retard de paiement, restrictions de consommation et difficultés de logement. Cet indicateur cumule pour chaque ménage le nombre de difficultés sur les 27 retenues. La proportion de ménages subissant au moins 8 carences ou difficultés a été retenue pour définir le taux de pauvreté en conditions de vie, afin de retrouver le même ordre de grandeur que le taux de pauvreté monétaire. Toutefois, la pauvreté monétaire et la pauvreté en conditions de vie ne se recoupent que très partiellement, de sorte qu'une partie de la population est pauvre selon l'un ou l'autre de ces critères. Même si cet indicateur a diminué depuis 2004, un ménage sur 5 est touché par la pauvreté monétaire ou en conditions de vie. 1.3 L'exclusion. L'exclusion est une réalité dynamique caractérisée par l'absence pour un individu, pendant une période plus ou moins longue, de la possibilité de bénéficier des mêmes droits sociaux qu'un autre individu. Il s'agit d'un processus de disqualification sociale aboutissant à une marginalité subie, conséquence de plusieurs défaillances socio-économiques, familiales ou médicales. L'exclusion n'est pas une maladie, mais elle réduit le soutien social perçu et crée un sentiment d'inutilité sociale et de dévalorisation de soi, à l'origine d'une intense souffrance psychique et de la difficulté à s'insérer dans un tissu social. Elle représente en ce sens un facteur de risque de développer certaines maladies. En utilisant une définition minimaliste et considérant qu'un individu en situation d'exclusion est une personne qui ne bénéficie pas des possibilités d'aide sociale, entre parenthèses revenus, logement, école, santé, parce qu'elle n'en a pas le droit, qu'elle ignore ses droits ou n'a plus la capacité à faire les démarches nécessaires, le nombre d'exclus peut être estimé à environ 0,4-0,5% de la population française, soit environ 300 000 personnes résidant sur le territoire français. Une précarité prolongée risque de faire glisser ceux qu'elle affecte vers l'exclusion. Donc une précarité prolongée risque de faire glisser ceux qu'elle affecte vers l'exclusion, qui représente la phase ultime de l'évolution de la précarité. L'exclusion est la forme extrême de la précarité. Point 2. Contexte épidémiologique de la précarité. 2.1 Épidémiologie. Le phénomène de précarisation, au sens d'absence d'une ou plusieurs sécurités, toucherait 12 à 15 millions de personnes en France,
soit 20 à 25% de l'ensemble de la population. La précarité est un facteur de risque de dégradation de l'état de santé en raison de facteurs de risques associés à la précarité qui augmentent la morbimortalité des individus. Donc la précarité est un facteur de risque de dégradation de l'état de santé en raison de facteurs de risque associés à la précarité qui augmentent la morbimortalité des individus. La précarité est une illustration des inégalités sociales de la santé. En France, l'écart d'espérance de vie entre les ouvriers et les cadres supérieurs est très important, de 8 ans à 35 ans et de 4,5 ans à 60 ans. Donc l'écart est de 8 ans à 35 ans et de 4,5 ans à 60 ans. 2.2 Les facteurs de risque. Les deux principaux facteurs de risque sont 2 points. Des habitudes de vie associées à des comportements de santé à risque, malnutrition, consommation de psychotropes, etc. Des difficultés dans l'accès aux soins de santé et à la prévention. Ces facteurs de risque sont liés notamment à 2 points, un faible niveau de ressources, des conditions de travail plus à risque, parfois la nationalité étrangère en raison du statut juridique, par exemple absence de titre de séjour, et en raison du statut juridique, on a aussi en raison de pratiques discriminatoires, etc. Voir encadré entre guillemets en pratique, page ci-contre, donc on verra l'encadré. Point 3. Précarité et santé. La morbimortalité médicale est augmentée chez les individus en situation de précarité. La précarité est en effet un facteur de risque de mauvais état de santé et inversement, un problème de santé est un facteur de risque de précarité. Tous les troubles psychiatriques, notamment chroniques, et les troubles addictifs, ainsi que les situations de handicap, peuvent avoir un retentissement fonctionnel à l'origine d'une précarisation du patient. Entre parenthèses, difficultés d'insertion professionnelle, isolement, etc. A l'inverse, la précarité favorise la survenue de troubles psychiatriques. La morbimortalité médicale non psychiatrique est augmentée en raison d'un retard fréquent dans le recours aux soins, ainsi qu'une prévalence accrue de pathologies plus sévères, principalement du fait des conditions de vie. Pathologies infectieuses, 2 points pulmonaires, en particulier tuberculose, pneumopathie, des pathologies ORL, sinusite, rhinite, otite, trachéobronchite, des IST, entre parenthèses infections sexuellement transmissibles, comme VHC, VIH, surinfection de pathologies dermatologiques, pathologies dentaires pouvant se compliquer d'infection, pathologies dermatologiques, 2 points, gale, pédiculose, plaies, ulcères, etc. Les troubles addictifs sont fréquents, alcool, tabac, substances diverses, et les complications psychiatriques et non psychiatriques engendrées par ces addictions doivent être recherchées. La morbidité psychiatrique est également fréquente et est plus importante qu'en population générale. Dans un tiers des cas, elle peut préexister à la situation de précarité. Les principaux troubles psychiatriques précédant la situation de précarité sont, donc dans 2 tiers des cas, elle peut préexister à la situation de précarité. Les principaux troubles psychiatriques précédant la situation de précarité sont 2 points, les troubles psychotiques, schizophrénie principalement, les troubles de la personnalité, personnalité borderline, dépendante par exemple, le trouble post-traumatique. Dans un tiers des cas, elle peut être la conséquence de la situation de précarité. Les principaux troubles psychiatriques conséquences de cette situation de précarité sont, donc dans un tiers des cas, elle peut être la conséquence de la situation de précarité. Les principaux troubles psychiatriques conséquences de cette situation de précarité sont 2 points. Les troubles de l'humeur, en particulier le trouble dépressif caractérisé,
On estime par exemple que les symptômes évoquant un épisode dépressif caractérisé sévère surviennent avec une fréquence de près de 20% chez des hommes bénéficiant à l'époque du RMI, contre moins de 3% en population générale. Ensuite, conséquences de cette situation de précarité, les conduites suicidaires, les troubles anxieux, les troubles liés aux facteurs de stress, en particulier les troubles de l'adaptation, les troubles somatoformes. Ces troubles sont certes favorisés par la précarité, mais ils contribuent également à son maintien par la situation de handicap. Et dans un tiers des cas, il n'y a pas de troubles psychiatriques spécifiques. Cependant, de nombreux observateurs et acteurs de terrain soulignent que la précarité provoque des sentiments individuels comme la mauvaise image de soi, la dévalorisation, le sentiment d'inutilité voire de honte, qui sont à l'origine d'une souffrance psychique. Cette souffrance est susceptible de conduire à une dégradation de la santé, voire encadrer entre guillemets le syndrome d'auto-exclusion. Alors là, on a un gros plus. Le gros plus, c'est en pratique. Alors en pratique, mesurer la précarité. Selon la définition de la précarité donnée par le Haut Comité de Santé Publique, HCSP, elle peut se manifester dans plusieurs domaines tels que le revenu, le logement, l'emploi, les diplômes, la protection sociale, les loisirs et la culture, et la santé. C'est pourquoi, afin de mieux identifier les diverses populations en situation de précarité, plusieurs scores peuvent être utilisés en pratique. Un score individuel d'évaluation du niveau de précarité a été développé, entre parenthèses, le score EPICES, le score EPIS. Il permet la mesure multidimensionnelle de la précarité ou de la fragilité sociale pour permettre d'identifier une population plus à risque de problèmes de santé. Un autre indicateur de précarité repose sur la définition socio-administrative de la précarité et regroupe les catégories suivantes. 2 points. Les chômeurs, les bénéficiaires du revenu de solidarité active RSA ou de la couverture maladie universelle CMU ou d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi CAE. Les personnes sans domicile fixe et les jeunes de 16 à 25 ans exclus du milieu scolaire et engagés dans un processus d'insertion professionnelle. La précarité, définie selon ces critères, semble toutefois moins fortement liée aux indicateurs d'accès aux soins et de santé que la précarité définie selon le score EPIS. Le syndrome d'auto-exclusion. Le syndrome d'auto-exclusion a été décrit pour aborder la sémiologie psychiatrique spécifique des personnes en situation de précarité. Ce syndrome ne fait pas partie spécifiquement des nosographies internationales. On retrouve cependant dans le DSM-5 un certain nombre de situations pouvant faire l'objet d'un examen clinique dont l'exclusion ou le rejet social fait partie. Le syndrome d'auto-exclusion a particulièrement été décrit par les travaux de l'Observatoire national des pratiques en santé mentale et précarité. La description de ce syndrome permet de mieux comprendre l'expérience vécue très particulière des personnes en situation de précarité. Ainsi, en situation de précarité, un sujet va passer d'une logique de vie à une logique de survie ou de survivance. L'ensemble des éléments qui consistent en la santé, c'est-à-dire la capacité de réaliser ses aspirations et de satisfaire ses besoins, disparaît au profit d'un sentiment de découragement global. Le sujet a l'impression de ne plus pouvoir réaliser aucune de ses aspirations. La notion d'aspiration finira même par disparaître, un peu comme si le sujet se déshabitait de lui-même, tendant à aggraver par un cercle vicieux la situation d'isolement et donc de précarité. Les symptômes cliniques de ce processus sont 2 points. Une anesthésie corporelle, le sujet sent moins son corps, et un émoussement affectif, le sujet sent moins ses émotions.
Associé à une inhibition intellectuelle, le sujet semble ne plus se penser ou penser sa situation. Cette sémiologie spécifique permet de comprendre des éléments que le clinicien doit savoir manier pour ne pas limiter l'accès aux soins de ces personnes en situation de précarité. Le premier élément est que plus une personne va mal, moins elle sera en capacité de demander de l'aide, que ce soit sur le plan social, médical ou psychique. Dans cette situation, une non-demande ou un refus de demande ne devra pas être interprété trop rapidement comme l'expression libre de la volonté d'autrui, au risque d'exclure du soin un patient en grande souffrance. Le deuxième élément est que l'initiation des soins, avec le réchauffement, si l'on peut dire de l'anesthésie corporelle, donc le deuxième élément est que l'initiation des soins, avec le réchauffement, si l'on peut dire de l'anesthésie corporelle, de l'émoussement affectif et de l'inhibition intellectuelle, pourra paradoxalement s'accompagner au début d'une aggravation de la symptomatologie, car le retour à la vie et à la prise de conscience de la situation de précarité peut s'avérer très douloureuse. Le syndrome d'auto-exclusion ne doit pas être considéré comme un diagnostic différentiel d'un trouble dépressif caractérisé ou d'une schizophrénie. Il doit permettre de mieux comprendre la clinique des patients en situation de précarité, de mieux traiter les troubles psychiatriques et non psychiatriques fréquemment présents chez ces sujets, afin de leur redonner la santé et ainsi la possibilité de réaliser ses aspirations propres. Point 4. Évaluation d'un sujet en situation de précarité. 4.1. Situation médicale non psychiatrique. En situation de précarité, les pathologies sont souvent diagnostiquées plus tardivement. Il s'agit donc systématiquement, 2 points, d'écarter une pathologie grave menaçant le pronostic vital et nécessitant une hospitalisation immédiate. 2 points, la conduite médicale doit être la même que pour un sujet en non-situation de précarité. Et de se renseigner et savoir dépister sur l'existence d'une maladie chronique invalidante ou d'une situation de handicap. 4.2. Situation médicale psychiatrique. Il est important de rechercher la date d'apparition des troubles afin de déterminer s'ils préexistent ou sont la conséquence de la situation de précarité. Dans ce dernier cas, il s'agira de préciser les circonstances, entre parenthèses facteurs de stress précipitants, et le délai d'apparition des troubles par rapport au développement de la précarité. Dans cette situation, il faut être particulièrement attentif à évaluer 2 points, un trouble psychiatrique, principalement schizophrénie, un trouble addictif et d'éventuelles complications médicales non psychiatriques, et évaluer éventuellement un risque suicidaire. 4.3. Situation sociale. Le médecin doit connaître chez le patient en situation de précarité 2 points, son statut social, entre parenthèses, emploi, scolarité, diplôme, nationalité. Il doit connaître ses conditions de vie et de logement, doit connaître sa couverture maladie, assurance maladie et complémentaire, doit connaître ses ressources actuelles, en particulier les aides financières dont il dispose. Au terme de cette triple évaluation, le médecin doit être à même de différencier les difficultés relevant de l'accès au système de soins liées à l'infrastructure médicale elle-même de celles liées aux troubles psychiatriques du patient. Donc c'est là, je la reprends, au terme de cette triple évaluation, le médecin doit être à même de différencier les difficultés relevant de l'accès au système de soins liées à l'infrastructure médicale elle-même de celles qui sont liées aux troubles psychiatriques du patient. Ainsi, l'hospitalisation pour raison uniquement humanitaire n'est pas recommandée. Seule la clinique doit guider l'orientation proposée au patient. En cas de motif psychiatrique justifiant l'hospitalisation, le mode libre doit être préféré à celui sans consentement lorsque cela est possible. Point 5. Les principaux dispositifs de prise en charge de la précarité.
La prise en charge de la santé ne se limite pas aux seuls aspects médicaux. Pour les personnes en situation de précarité, la prise en charge s'intègre dans des dispositifs médico-sociaux spécifiques encadrés légalement, coordonnés régionalement au sein du programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins, entre parenthèses PRAPS, PRAPS, impliquant des professionnels de la santé et des personnels sociaux. La prise en charge du patient en situation de précarité nécessite un abord global, faisant appel à une approche le plus souvent multidisciplinaire. L'élément essentiel est de favoriser l'accès aux soins aux personnes en situation de précarité, de favoriser la prise en charge des personnes en situation de précarité, qui est un devoir déontologique. Donc l'élément essentiel est de favoriser l'accès aux soins aux personnes en situation de précarité, et la prise en charge des personnes en situation de précarité est un devoir déontologique. 5.1 Les dispositifs législatifs. Alors 29 juillet 1998, la loi de lutte contre l'exclusion définit les missions sanitaires et sociales auxquelles doivent répondre les permanences d'accès aux soins de santé, entre parenthèses PASS, les PASS, permanence d'accès aux soins de santé. 1er janvier 2000, création de la CMU. Elle dispense de l'avance des frais, prend en charge le ticket modérateur, le forfait hospitalier sans limitation de durée et une liste de produits. Prothèses dentaires, lunettes, audioprothèses, à des tarifs fixés par arrêté interministériel. 11 février 2005. Loi numéro 2005-102 sur le handicap et la nécessité de sa prise en charge. 23 novembre 2005, circulaire fixant le cadre d'action des équipes mobiles psychiatrie précarité, entre parenthèses EMPP, équipe mobile psychiatrie précarité. Et 1er décembre 2008, toujours dans les dispositifs législatifs, 1er décembre 2008, création du revenu de solidarité active RSA, ayant pour double objectif de lutter contre la pauvreté des personnes sans emploi et des travailleurs pauvres, et inciter au retour à l'emploi. 5.2 Les dispositifs médico-sociaux. Alors les dispositifs de droit commun, ensuite les dispositifs de santé publique, les permanences d'accès aux soins de santé, les lits halte soins santé et les équipes mobiles psychiatrie précarité. Alors on va commencer par les dispositifs de droit commun. Alors les cabinets médicaux en particulier qui ont un rôle fondamental, c'est surtout le médecin généraliste qui a un rôle fondamental dans la prise en charge des personnes en situation de précarité. Les hôpitaux publics, les centres médico-psychologiques, CMP, favorisant la continuité de la prise en charge par la même équipe médico-sociale via le secteur géographique psychiatrique. Et les centres de santé, CDS, caractérisés par un statut spécifique, intermédiaire entre les cabinets libéraux et les établissements de santé, qui leur permet de bénéficier d'une convention avec l'assurance maladie. Donc ça, c'était pour les dispositifs de droit commun, donc les cabinets médicaux, les hôpitaux publics, les centres médico-psychologiques et les centres de santé. Ensuite, les dispositifs de santé publique, les centres de dépistage anonymes et gratuits, CDAG, et les centres de prévention, etc. Ensuite, les permanences d'accès aux soins de santé, PASS, P-A-S-S, les permanences d'accès aux soins de santé. Donc ces permanences fournissent un accès aux soins au sens large, associant consultation médicale généraliste ou spécialisée, soins odontologiques, prise en charge en soins infirmiers, plateau technique, délivrance gratuite de médicaments. Elles permettent à tout patient d'être accompagné dans son parcours et d'accéder à l'offre de soins de droit commun, mais aussi de bénéficier d'une continuité de soins conforme à ses besoins.
Près de 430 PASS sont implantés dans les établissements de santé et leur développement se poursuit. Elles se situent majoritairement dans des hôpitaux publics de grande taille. Donc elles se situent majoritairement dans des hôpitaux publics de grande taille. Certaines PASS, donc permanence d'accès aux soins de santé, proposent des soins psychiatriques. Ensuite, on a les lits halte soins santé, LHSS. Donc ces lits fournissent un accueil temporaire des personnes en situation de précarité pour des soins au sens large. Ensuite, on a les équipes mobiles psychiatriques précarité, EMPP. Donc ces équipes interviennent à l'extérieur des établissements, au plus près des lieux de vie des personnes en situation de précarité et des acteurs sociaux qui les suivent. Elles peuvent ainsi accompagner ces personnes dans leur parcours de soins, mais également former et conseiller les acteurs sociaux pour leur permettre de mieux appréhender les troubles psychiatriques. On comptabilise en 2011 près de 110 EMPP, composés de plus de 200 professionnels, principalement infirmiers, psychiatres et psychologues, et, dans une moindre mesure, des assistants sociaux. Le plus fréquemment, ce sont les psychiatres qui coordonnent l'équipe, dont le fonctionnement fait l'objet d'une formalisation dans les projets médicaux des établissements. 5.3. Les associations. Il existe de nombreuses associations à but non lucratif ayant pour objectif de porter secours et assistance aux plus démunis. Ce sont des associations dites caritatives. Elles jouent un rôle important dans la prise en charge des personnes en situation de précarité. Il peut s'agir d'associations de points, avec leurs propres personnels sociaux, souvent gérés par les ONG. ONG, ce sont les organisations non gouvernementales, comme la Croix-Rouge, Médecins du Monde, ATD Quart Monde, etc. Ensuite, il peut s'agir d'associations thématiques, comme les Restos du Cœur. Il peut s'agir d'associations orientées vers la prise en charge des immigrés, les CIMAD, les COMED, etc. Donc CIMAD, CIMADE, COMED, COMEDE, etc. La liste et les compétences de ces associations doivent être reconnues des médecins hospitaliers et des généralistes pour constituer les relais d'amont ou d'aval dans la prise en charge de ces patients. En pratique, principalement aide financière visant à protéger les sujets en situation de précarité. Revenus. Alors, Revenu de solidarité active, RSA socle. Mis en place le 1er juin 2009 en France métropolitaine, il se substitue au RMI, à l'API, entre parenthèses, allocation parents isolés, et aux dispositifs d'intéressement à la reprise d'activité qui lui sont associés. Le RSA est un dispositif sous condition de ressources destiné à un foyer. Il peut être versé à toute personne âgée d'au moins 25 ans, résidant en France, ou sans condition d'âge pour les personnes assumant la charge d'au moins un enfant né ou à naître. Depuis le 1er janvier 2010, les jeunes de moins de 25 ans ayant travaillé au moins 2 années au cours des 3 dernières années peuvent également en bénéficier. Le RSA est une allocation différentielle. Le montant du RSA est calculé comme la somme de 2 composantes. D'une part, un montant forfaitaire qui varie en fonction du foyer, d'autre part une fraction, entre parenthèses 62%, des revenus professionnels des membres du foyer. Le RSA socle s'adresse aux personnes dont l'ensemble des ressources est inférieur au montant forfaitaire. Le RSA peut être majoré pour les parents qui assument seuls la charge d'au moins un enfant né ou à naître. A noter que l'allocation garantie par le RSA se situe en dessous du seuil de pauvreté. L'allocation adulte handicapé, AAH. Cette allocation est destinée aux adultes à partir de 20 ans résidant de façon permanente en France, dont les ressources ne dépassent pas un plafond annuel, et atteint
et des patients qui sont atteints d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80%. Ce taux est apprécié par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, entre parenthèses CDAPH. Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Et tout ça se fait en fonction d'un guide barème. La personne qui ne dispose d'aucune ressource peut percevoir le montant maximum de l'AAH, entre parenthèses 790,18 € en 2014. Ensuite, on a l'allocation personnalisée à l'autonomie, APA, destinée aux personnes âgées d'au moins 60 ans, résidant en France de manière stable et régulière, ayant besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dans un état nécessitant une surveillance régulière. Entre parenthèses, les groupes 1 à 4 de la grille AGIR, AGGIR. Alors après les revenus, on a la prise en charge des frais de santé. Dans la prise en charge des frais de santé, on a la couverture maladie universelle CMU, la CMU complémentaire, CMUC et l'aide médicale d'État. Alors on commence par la couverture maladie universelle CMU de base, qui permet l'accès à l'assurance maladie pour toute personne, quelle que soit sa nationalité, résidant en France de façon stable, c'est-à-dire depuis plus de 3 mois, et qui réside de façon stable, de façon régulière, avec ou sans domicile fixe, et qui n'est pas déjà couverte par un régime de sécurité sociale. Ensuite, la CMU complémentaire, CMUC, donne droit à la prise en charge gratuite de la part complémentaire des dépenses de santé, y compris à l'hôpital, pour toute personne, quelle que soit sa nationalité, résidant régulièrement en France de façon stable, c'est-à-dire depuis plus de 3 mois, et de façon régulière, ayant des ressources inférieures à un plafond annuel de référence, et ce plafond annuel de référence, en 2014, il était de 8 593 €. Et enfin, on a l'aide médicale d'État, AME, qui donne droit à la prise en charge des dépenses de santé pour toute personne étrangère en situation irrégulière et résidant en France depuis au moins 3 mois de manière ininterrompue, ayant des ressources inférieures à un plafond annuel de référence, et ce plafond en 2014 était de 8 593 €. La date d'ouverture du droit est la date de dépôt de la demande. En résumé, la précarité est une situation de fragilité et d'instabilité sociale, réversible, multifactorielle, fréquente, 20-25% de la population, qui mène à l'extrême vers l'exclusion. La morbimortalité médicale est augmentée chez les individus en situation de précarité. La précarité est en effet un facteur de risque de mauvais état de santé et inversement, un problème de santé est un facteur de risque de précarité. La prise en charge de la santé ne se limite pas aux seuls aspects médicaux. Pour les personnes en situation de précarité, la prise en charge s'intègre dans des dispositifs médico-sociaux spécifiques. L'élément essentiel est de favoriser l'accès aux soins aux personnes en situation de précarité. La prise en charge des personnes en situation de précarité est un devoir déontologique. Alors quelques références pour approfondir. Rapport de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Rapport du HCSP, progression de la précarité en France et ses effets sur la santé. Ensuite, sujets en situation de précarité. Et Observatoire des inégalités, ça c'est un site internet, http://www.inégalitésansaccent.fr. Fin de la lecture de l'item 57, sujet en situation de précarité, du référentiel de psychiatrie et d'addictologie.